Bienvenue dans Prêt, Partez, Choix, le podcast qui vous plonge au cœur de la préparation mentale avec Mathéo et Sacha. Gestion des émotions, confiance en soi, gestion du stress, motivation, mise en place d'objectifs. Autant de thématiques non exhaustives qui nous concernent toutes et tous au quotidien et que nous allons aborder à travers ce podcast. Alors Mathéo, c'est quoi le stress ? Écoute Sacha, je vais peut-être te surprendre, mais le stress n'existe pas. Enfin, il n'existe pas en soi. Le stress, c'est une interprétation subjective de la situation, qui va engendrer un mécanisme de réaction à l'ensemble du corps. Donc comme on le voit, le stress, c'est un mécanisme, c'est pas un résultat. Donc on peut dire que le stress n'est pas une émotion. Effectivement, le stress n'est pas une émotion, contrairement à l'anxiété et l'angoisse. De manière à contextualiser un peu tout ça, l'anxiété est une anticipation, c'est l'anticipation d'une menace future. Elle s'accompagne d'un sentiment désagréable, d'appréhension, d'une forme de tension musculaire et le corps est en état de vigilance. Pour l'angoisse, qui, tout comme l'anxiété, peut être associée à l'anticipation d'un danger ou sa conséquence. L'angoisse, de son côté, est toujours accompagnée d'une réponse physique. Ça peut se manifester par un sentiment souvent d'oppression. Et l'angoisse, de plus, est souvent associée à un sentiment de perte de contrôle ou encore de mal-être. Donc, dans les deux cas, angoisse et anxiété, on est sur une émotion. Mais quand on projette des choses, qu'on projette ce qui peut se passer, et c'est dans ce genre de situation qu'on peut ressentir de l'anxiété et de l'angoisse. Revenons au stress. Le stress étant un mécanisme et non un résultat, il passe par 3 étapes. Pour commencer, on a le stimulus. Donc le stimulus, ça va être la situation, comme par exemple le fait que vous marchiez un beau dimanche matin dans la forêt et que vous croisiez un ours. Cet ours, le fait que vous vous retrouviez devant lui, c'est le stimulus. L'étape 2 va être toute la partie étape de pensée. Donc l'étape de pensée sera toutes les parties cognitives et ceci va déterminer la dernière, qui sera la réponse. Mais avant tout, il est important de soulever 2 choses. C'est que dans le processus de pensée, il y a l'évaluation de la situation. Et comme on l'a mentionné, elle est subjective. Et cette subjectivité vient de 2 choses. La première étant la phase primaire, c'est l'enjeu personnel par rapport à la situation. Donc est-ce qu'on porte de l'importance ou non à cet enjeu ? Par exemple, un examen ou l'ours qui nous attaque, est-ce que pour nous, au moment où on est dans cette situation, on porte un enjeu pour ça ? Si oui, alors dans ce cas-là, on arrive à l'étape secondaire, qui est, on va mesurer subjectivement les ressources disponibles qu'on a, donc les ressources disponibles perçues, pour s'adapter à la situation. Donc par exemple, si on est un lutteur très connu et on va sûrement se battre contre l'ours, et dans la majorité des autres cas, on va sûrement fuir. Et pour terminer, une petite nuance, c'est que si au moment de l'étape primaire, donc de l'enjeu personnel face à la situation, si on estime qu'il n'y a aucun enjeu pour nous, on ne passe pas à l'étape secondaire et il n'y aura même pas de réponse. J'ai déjà dit du coup l'étape 3, la réponse, qui est la réponse du stress, qui est sous forme de détresse ou sous forme de symptômes sur lesquels on reviendra plus tard. Pour conclure sur cette partie, l'objectif du stress est de garder le corps en alerte afin de le protéger contre un éventuel danger. Le stress, on peut le dire grossièrement, permet de sauver des vies, alors peut-être plus aujourd'hui, mais avant oui. Mais le stress permet également de prendre les bons moyens pour atteindre nos buts en mobilisant l'énergie du corps de façon appropriée. Donc comme a pu l'expliquer Sacha, le stress c'est finalement une réaction qui est normale et qui est adaptative. C'est une réaction qui permet de mobiliser les ressources pour pouvoir affronter un danger, comme il l'a mentionné avec l'ours. C'est intéressant de voir comment ça s'est construit dans notre développement humain à la longue échelle, d'où la notion d'adaptativité. Au fil du temps, en fait, les stimuli stressants, ils sont plus les mêmes qu'avant. Ça veut dire qu'il y a des milliers d'années, quand nos ancêtres ne se baladaient pas mais chassaient dans la nature pour survivre, ils étaient toujours, ou souvent en tout cas, confrontés à des animaux sauvages. Et donc là, ils étaient sur une question de vie ou de mort. Et le stress, c'était pour leur donner l'énergie nécessaire, soit de fuir, soit de combattre l'animal. Aujourd'hui, on est rarement opposé à une situation avec un animal sauvage, à part si on se balade un beau dimanche avec Sacha. Aujourd'hui, on est plutôt face à des situations plutôt de tout ce qui est relations interpersonnelles, des examens, par exemple, des situations sportives, un examen de permis de conduire, une représentation artistique, un rendez-vous professionnel, un entretien d'embauche, ce genre de choses.
Donc on n'est plus dans des situations de vie ou de mort. Donc dans toutes ces situations, en fait, le cerveau va nous prévenir d'un danger potentiel, d'une situation qui perturbe notre équilibre. Donc une situation de nouveau qu'on perçoit comme menaçante. Et les sensations qu'on va ressentir sont les mêmes qu'il y a quelques années, quelques milliers d'années plutôt. Une autre situation qui peut être stressante pour notre organisme, c'est par exemple si on fournit un effort intense. Je ne sais pas si on doit courir très vite après le bus. C'est des situations stressantes. Pourquoi? Parce que le corps, il va, comme on va le voir plus tard, avoir une réaction avec par exemple le cœur qui va augmenter sa fréquence cardiaque, la tension artérielle qui va augmenter et puis on va hyperventiler. Donc tout ça pour montrer que les efforts sportifs qu'on peut faire, sportifs, on s'entend activité physique, peuvent être aussi une situation ou une source de stress. De manière plus générale, le stress, c'est une réponse physiologique qui est déclenchée par l'organisme lorsqu'on fait face à un état de perturbation, comme on l'a dit. Donc ça peut être soit un danger réel, menace comme l'ours, ou alors quelque chose qu'on a construit parce qu'on pense qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour y faire face. Donc pour résumer, si on veut, et puis comprendre vraiment comment le stress réagit, en fait, le stress, il va agir sur le système nerveux sympathique. C'est celui-là qui va être activé quand on est dans une situation qu'on perçoit comme menaçante. Et une des conséquences de cette activation de ce système nerveux sympathique, ça va être l'augmentation de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, amener plus d'énergie aux muscles et au cerveau. Donc ça, on va le développer par la suite. Effectivement, donc pour poursuivre sur ce sujet, on va avoir une réaction qui se passe au niveau hormonal comme moyen de réponse suite au mécanisme. Et au niveau hormonal, on va pas trop aller en profondeur, mais grossièrement, on a 3 grosses hormones qui vont avoir un intérêt différent dans le corps, mais qui vont nous aider dans ce questionnement face à l'ours. Est-ce qu'on reste et on se bat? Est-ce qu'on part en courant? Donc on commence par l'adrénaline, qui est l'hormone qui prépare le corps au stress comme vraiment une situation stressante. Et une fois de plus, on va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle et de la respiration. En deuxième lieu, on va avoir la cortisol, cette hormone qui, dans une situation où le corps va demander beaucoup d'énergie, cette hormone va venir fournir l'énergie suffisante au cerveau pour prendre des décisions rapidement. En dernier lieu, la vasopressine permet de gérer l'anxiété comme émotion. La conséquence de la sécrétion de cette vasopressine donne envie d'aller aux toilettes, ce qui nous amène à ce petit pipi avant les matchs ou des choses qu'on a déjà pu vivre. D'ailleurs, on se questionnait, est-ce que toi, tu as déjà pu ressentir ce qui se passait chez toi lorsque tu fais face à une situation particulière? C'est une bonne question, Sacha, parce que j'espère que nos auditeurs ont pu y penser pendant ces quelques secondes de réflexion. En fait, on va avoir différents symptômes, différentes réactions au stress en fonction de la personne. Comme on sait, chacun est différent. Et on va avoir en gros 3 grandes catégories de symptômes qui sont des réactions en fait, qu'on perçoit à ce stress. On va avoir des symptômes physiques, comme par exemple des tremblements, des troubles de l'appétit, des troubles du sommeil, ça peut être avoir les moins moites. On va avoir des symptômes comportementaux, par exemple de la nervosité, de l'agitation, donc le fait de vouloir bouger partout, au contraire plutôt de l'inhibition, le fait d'être un peu endormi, sans énergie, être mou, ou avoir de l'hésitation, on ne sait pas trop quoi faire, ce genre de choses. Et en dernier lieu, des symptômes psychologiques, donc par exemple ça peut être de la peur, avoir des pensées plutôt négatives, de l'anxiété. Donc à travers ces 3 grandes catégories et puis ces quelques énumérations de symptômes qu'on peut avoir, on remarque que c'est déjà une liste qui n'est pas exhaustive, donc il peut y avoir plein d'autres symptômes qui apparaissent. L'idée, c'est de remarquer que ces symptômes, ils sont comme un indicateur pour la personne qu'elle rentre dans une zone ou dans un moment de stress. Et l'importance de pouvoir écouter son corps et de se connaître pour justement réaliser qu'en fait là, à ce moment, on est en train de stresser, pour essayer derrière de comprendre pourquoi on stresse. Et ensuite, on verra dans un 3e temps, avec des préparateurs mentaux, savoir comment on va pouvoir le gérer. Une grande théorie du stress qui est très appliquée en préparation mentale, c'est la théorie de Lazarus et Folkman. En fait, c'est que le stress, on l'a déjà un peu évoqué avant, mais c'est toujours une transaction, une sorte de négociation entre l'individu et l'environnement, la situation dans laquelle il évolue. En fait, pour Lazarus et Folkman, ils considèrent que si l'individu perçoit que la situation elle dépasse ses ressources, de manière subjective, donc on est toujours dans comment on interprète la situation, on va être dans une situation de stress. A l'inverse, s'il se rend compte que ses capacités sont beaucoup plus fortes que ce que la situation demande, il ne va pas avoir de stress et on va plutôt être dans des situations un peu d'ennui ou on ne va pas être forcément très concerné par cette situation. Si on prend l'exemple par exemple d'un joueur de foot professionnel qui tire un penalty, donc si on le fait tirer face à un enfant de 5 ans dans un stade vide, je pense que ses ressources perçues seront plus fortes que ce que l'environnement demande, que ce que la situation demande. Donc dans ce cas, il va plutôt être dans une situation non stressante, voire d'ennui. Au contraire, si on le fait tirer dans un stade plein, en finale de Coupe du Monde, avec 100 000 personnes face aux meilleurs gardiens du monde,
Là, peut-être que l'importance de la situation prend le pas sur ce qu'il pense qu'il est capable de faire, et dans ce cas, ça va donner lieu à une situation de stress. Du coup, pour continuer par rapport aux ressources, il y a une théorie dans la psychologie du sport qui s'appelle la théorie du U inversé, qui concerne la zone optimale de fonctionnement ou zone optimale de performance. Et cette théorie permet grossièrement d'expliquer qu'il y a trois phases. Ces trois phases se mettent en place sur un schéma qui corrèle le niveau de performance et le niveau de stress. Donc dans la première phase, on va être sur pas assez de stress, donc on va avoir le corps qui se met en activation. Donc pour commencer cette phase, on est dans le sommeil où il y a zéro stress. Ensuite, à partir du moment où on est éveillé, on a déjà une forme de stress qui se met en place, qui soit la joie ou la colère par exemple. Et ensuite, plus on s'approche de la fin, qu'on termine la première phase et qu'on arrive vers la phase 2, on a un bon stress qui se met en place. Ce qui nous amène à la phase 2, qui est du coup la zone optimale de performance, où on est dans un équilibre entre le stress qui est apporté par notre corps et la demande qui est proposée par l'environnement. Et là, on est dans la zone de performance. Au sein de cette zone, il y a ce qu'on appelle le flow, qui explique que le flow, ça peut être quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, c'est une forme où on est dans l'équilibre parfait entre ce que demande la situation et les ressources qu'on a à ce moment-là. Ce flow, c'est quelque chose vers lequel on aspire, on travaille là-dessus dans la préparation mentale, on essaye d'amener les gens vers ce flow, mais il faut imaginer que ce n'est pas quelque chose qu'on atteint quotidiennement, c'est quelque chose qui arrive parfois lorsqu'on fait vraiment un match parfait, une représentation artistique parfaite. Dans la dernière phase qui est l'excès de stress, trop de stress, et à ce moment-là, on peut parler de mauvais stress. Donc au début de cette troisième phase, c'est le mauvais stress. Ensuite, si ça continue, on peut rentrer dans la fatigue. Et si ça continue encore, dans l'épuisement, puis la désorganisation. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que notre corps, comme on a pu le mentionner, est tout le temps dans une recherche d'équilibre. Mais si ce stress prend le dessus, notre corps va trop être à la recherche de cet équilibre et donc on va s'épuiser et ne plus être capable de fournir l'énergie adéquate pour notre activité, pour notre performance. Dans tous les cas, face au stress, chaque individu est plus ou moins sensible à des facteurs différents. Nous, ce qui nous intéresse en tant que préparateur mental, pour rebondir sur ce que disait Sacha, c'est en fait, en premier lieu, de connaître bien la personne, donc que ce soit l'athlète, l'entrepreneur ou l'artiste avec qui on va travailler, pour ensuite lui apporter les outils les plus adéquats possibles. En gros, on a trois grandes manières de faire du coping. Coping qui vient de l'anglais, qui veut juste dire faire face au stress. On peut avoir soit un coping qui est centré sur la tâche. Donc si par exemple on est face à une situation stressante, c'est se demander qu'est-ce que la tâche nous demande, quelles sont mes compétences par rapport à celle-là. Ensuite, on peut avoir un coping d'évitement. Donc là, on va être plutôt essayer d'éviter de penser à cette situation. Donc ça peut être écouter de la musique, parler avec des amis, regarder un film, faire du shopping, manger, ce genre de choses. Et ensuite, on peut avoir un coping qui est centré sur l'émotion. Coping centré sur l'émotion, donc ça va être qu'est-ce que en fait, le stress déclenche chez moi, quels sont les symptômes, qu'est-ce que je ressens à ce moment. Donc vraiment donner de l'importance à ça pour pouvoir essayer de le gérer au mieux. Et ça, c'est un des premiers travaux qu'on fait en tant que préparateur mentaux, c'est trouver les bonnes stratégies que l'athlète a déjà, ou que l'entrepreneur ou que l'artiste a déjà, et peut-être lui donner d'autres outils pour gérer cela. Donc ça, c'est de manière plutôt, on va dire, théorique. Et après, maintenant, on veut savoir comment agir sur les symptômes. Donc pour ça, on a quelques exercices assez pratiques. On peut avoir, pour tout ce qui est symptômes physiques, on peut avoir par exemple de la respiration, de la relaxation, de la méditation ou des exercices de pleine conscience pour éviter de trop penser au futur. On peut avoir aussi, pour agir sur les symptômes comportementaux, travailler tout ce qui est les routines, donc avoir quelque chose qu'on fait tout le temps, comme par exemple Nadal avant un service. Ça, c'est une routine qui lui permet de se concentrer, mais aussi de gérer sûrement le stress. Avoir des objectifs fixés avec l'athlète pour éviter de trop penser à forcément un résultat, mais plutôt avoir des objectifs de maîtrise qui sont donc sur en gros un processus à faire pour atteindre une performance, qui permettent aussi, on le sait, de réduire le stress. Et pour agir sur tout ce qui est symptômes psychologiques, on peut travaillé sur le discours interne par exemple. Donc on sait, comme on l'avait vu avant, que quand on stresse, on a plutôt des pensées négatives qui nous arrivent. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'ai les capacités pour? Est-ce que je me suis assez bien entraîné? Donc là, on va essayer plutôt de se valoriser, de voir toutes les choses qu'on a bien faites et toutes les qualités qu'on a qui nous permettent de nouveau de booster les ressources qu'on pense avoir par rapport à une situation. On peut aussi travailler sur de la visualisation aussi, qui aide le cerveau à faire comme si on avait déjà vécu cette situation. Donc une image qui est intéressante pour travailler sur ces symptômes et puis sur ce coping, en fait, il faut imaginer un triangle.
Ok, un triangle, donc il a 3 sommets. À chaque sommet, on a une partie. Donc on a un endroit où c'est le comportement, un autre sommet, c'est les pensées, et un autre sommet, c'est les émotions. En fait, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que chaque sommet influence les deux autres. Donc le comportement va influencer sur les pensées et les émotions vont influer sur le comportement et les pensées sur les deux autres. Donc en gros, l'idée, c'est de comprendre à quel moment l'athlète stresse, surtout pourquoi il stresse, et avoir les solutions pour le gérer. Donc si on voit qu'il stresse plutôt, c'est plutôt par exemple, il a plutôt des pensées négatives, cet athlète ou cet artiste, on va utiliser cette voie, les pensées, pour gérer ensuite les émotions et le comportement. Si au contraire, on a plutôt quelqu'un qui a les mains moites, qui a une boule au ventre, qui sent qu'il a de la tension musculaire, on va plutôt essayer de le relaxer avec des exercices comme on a vu avant de sophrologie, de méditation, pour pouvoir agir sur les deux autres portes. Et en fait, le travail, si on veut terminer sur une petite phrase, l'idée en tant que préparateur mental, c'est vraiment de pouvoir lisser au maximum la situation, donc interpréter la situation de la manière la plus neutre possible en essayant d'éviter tout ce qui est penser aux conséquences de nos actes ou de ce qu'on peut faire si on rate quelque chose. Essayer vraiment de voir la situation comme la plus neutre possible. Dès lors, 3 choses sont assez importantes à retenir par rapport au stress. La première, c'est que le stress, c'est une réaction normale, dans le sens où c'est normal de stresser. Et je dirais même plus que c'est normal, c'est qu'on a besoin de cette petite source de stress, comme on a pu le mentionner avec la zone optimale de performance. C'est que ce stress permet au corps, entre guillemets, de se mettre en éveil. Donc c'est normal et c'est vraiment important. La deuxième chose qui est importante à retenir, c'est que l'interprétation de la situation est totalement subjective. Et cette subjectivité vient de prédisposition, d'expérience et de plein de choses. Et le troisième, c'est que le stress est, du coup, par cette subjectivité, qui est quelque chose que l'on peut travailler en préparation mentale. Et nous vous invitons, dans le cas où ce stress vous prend trop ou qu'il devient négatif pour la performance ou négatif pour vos représentations artistiques, de vous tourner vers un préparateur mental. Merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Nous vous retrouverons d'ici 2 semaines pour notre prochain épisode avec notre invité spécial Barnabé Delars, rameur olympique, qui nous partagera son rapport à la gestion du stress et à la préparation mentale. Merci.